Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore ravis de vous retrouver en pleine forme et nous sommes très contents de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous de cette belle balade matinale Nopinden. Bonjour Jennifer Esmeralda Sachivi. C'est Jam, bonjour Roch Aurélien Akouainou. Vous avez l'air très en forme. Oui, je suis très en forme, tout comme vous j'espère. Oui, Ah oui, ouais? ça va. D'accord. Alors nous sommes là encore pour 90 minutes de débat, 90 minutes de bonne humeur également. C'est comme ça se passe ici tous les matins, n'est-ce pas? Oui, tous les matins et voilà, nous sommes mardi, c'est l'éducation qui est à l'honneur, je vais le dire aujourd'hui. Et la thématique que nous allons aborder va sûrement intéresser la plupart des parents, Roch. Oui, c'est important parce que beaucoup de parents ne savent pas comment s'y prendre. Vous savez, lorsque vous avez des enfants, les enfants ont parfois envie de dialoguer avec les parents, mais tous les parents ne sont pas ouverts parce que parfois certains sujets les bloquent, ils ne savent pas comment les aborder. Les enfants aussi ne savent pas comment échanger avec les parents. Qu'est-ce que cela peut entraîner? Quelles peuvent être les causes de cette situation entre parents et enfants et quelles conséquences cela peut amener? Eh bien, c'est de ce sujet que nous parlons aujourd'hui dans cette émission Jennifer Sachivi. Exactement, et le dialogue parents-enfants, justement, qu'est-ce que ça peut apporter à l'éducation? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos invités. Ils sont déjà dans le studio. Oui, ils sont dans le studio. D'ici une quinzaine de minutes, vous aurez le plaisir de les découvrir. Ils vont nous parler de leur expérience et si possible donner des conseils pour que chacun puisse se revoir afin que le dialogue parents-enfants s'établisse dans les ménages. Vous aurez également les messages que nos internautes, nos téléspectateurs nous envoient. Nous aurons également des spécialistes au téléphone pour faire le débat. Mesdames et messieurs, vous ne perdez rien en tirant votre chaise pour vous asseoir afin de pouvoir suivre cette émission. Nous vous installons justement avec les merveilles du Bénin. C'était là les merveilles du Bénin. J'espère que vous avez admiré ces belles images, n'est-ce pas Jennifer? Oui, ces belles images du parc Pendjari. Oui, le parc Pendjari est le parc qui a été complètement réhabilité. En tout cas, le confort, la sécurité nécessaires y sont. Vous y faites un tour, vous ne serez surtout pas déçus. Pas du tout. En tout cas, lors de vos vacances, si vous êtes touriste et que vous êtes au Bénin, ne manquez pas de faire un tour par le parc de la Pendjari pour pouvoir voir ces animaux dans leur état naturel. Alors, il est là, notre humoriste. C'est quelqu'un qu'on a vu il y a un moment quand même. Oui, il nous a faussé compagnie. Les téléspectateurs l'ont réclamé. Oui. Nous avons promené notre radar, notre GPS. Pour le détecter. Nous l'avons détecté, nous l'avons ramené de force sur le plateau. Corelias, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. En fait, j'étais à Akmaouian. Donc, oui, j'étais en train de faire un travail assez professionnel et technique. Lequel? Akmaouian.
C'est un secret professionnel. Bon, j'espère que quand les résultats seront prêts, vous allez partager ça avec nous. Bien sûr, ce sera au vu et au su de tous. Ah, d'accord. Vous avez vu le geste? Ce sera au vu et au su de tous. Ah, donc bon. Donc, rendez-vous dans 9 mois. Sûrement. D'accord, on a compris. Alors, Corélias, vous êtes là ce matin, hein, comme d'habitude, vous savez très bien, vous donnez la joie au cœur aux téléspectateurs qui nous suivent. Ils ont besoin de votre humour matinal pour bien démarrer leur journée. Moi, je ne peux que dire merci à tous les téléspectateurs. Hein. Bon, spécialement, moi, je suis venu ici avec un petit mouchoir parce que je veux rire beaucoup. Là, hein. Parce que vous êtes heureux de voir la nouvelle version de moi. Ah, ça? Oui, bien sûr. C'est la nouvelle version de moi que vous voyez comme ça. Parce que, oui, bien sûr, parce que j'ai eu le temps de fouetter un peu l'album familial. J'étais parti à Kmanouyan chez les parents. Fouetter. Et j'ai fouetté. Fouetter. C'est pas feuilleté. Non, fouetter. Fouetter. Ça, c'est. Feuilleter avec force, hein? Avec force. Ça, c'est le français soutenu. Ah, vous d'accord. comprenez? Donc, je fouettais l'album familial et j'ai constaté qu'en réalité, Corélias, c'était très laid. Quand j'étais enfant, je faisais partie, tenez-vous tranquille, des enfants les plus laids au monde. Comment ça? Non, écoutez. Il n'y a pas d'enfants laids. Hein? Bon, j'étais sensiblement, j'étais pas... C'est une injure à Dieu. Non, hein? bon, Dieu enfin. n'a jamais créé une... Ok, Dieu peut te créer, tu vas commencer par modifier des trucs sur toi, non? Bon, enfin, j'ai montré ma photo d'enfance à un enfant de Kmanouyan. Oui. Jusqu'à présent, sa maman continue de m'appeler, l'enfant continue de pleurer. Oh là là. Là, je crois que c'est un cas, il faut s'inquiéter. Et quand l'enfant est en train de faire des trucs, on dit, je vais te montrer la photo de Corélias, tu vas voir. Et l'enfant se tait? L'enfant se tait immédiatement. Écoutez, je me suis aussi rappelé un peu des troubles que j'ai causés à ma maman quand j'étais enfant. Franchement, écoutez, à part ma laideur, je voulais beaucoup. Ah, ça? Oui, parce que ma maman était... J'espère que ça là, vous avez arrêté au moins. J'ai arrêté momentanément. On espère que ce sera définitivement. Il y a Miss Rété qui est là. Hein. Écoutez, moi je suis humoriste, donc tout ce que je dis n'engage que moi, ceux qui y croient. Donc, je voulais beaucoup, surtout quand ma maman prépare de bons mets. Vous savez, ma maman, elle est une bonne cuisinière. Et surtout quand c'est du télibo avec du menthe, avec légumes là, sérieux. Déjà quand je suis à l'école, l'odeur me parvient. Et je dis, ça là, il faut que... Non, pas du tout. Donc, je sais que à 13h, le repas serait déjà prêt. Et ma maman, elle calcule. Elle sait que telle quantité peut suffire ce soir et demain. Mais quand moi je viens, je rentre par derrière. Et j'entre dans la cuisine parce que notre cuisine, il a une fenêtre là. J'entre par la fenêtre. Je calcule la distance qui me sépare de la marmite. Je fais très attention aux petits bruits. J'ouvre lentement la marmite. Et vous savez ce que mon père aime, c'est la cuisse du poulet. Comment vous appelez ça? Et coquelo ça. C'est ça. C'est que personne ne doit toucher à ça pour lui. Donc, un jour, j'étais parti et j'ai touché à ça. Et j'ai mangé correctement. Maman m'a appelé, maman a dit à Corélias, qui a mangé? En même temps, il a dit, écoutez, je ne sais même pas si vous avez préparé de légumes, de poulet ou pas. Donc, maman a dit, ok, il n'a pas de problème. Donc, elle était restée cachée, elle s'était cachée derrière la porte. Je ne savais pas parce que, vous savez, le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Vers 16h, j'ai commencé par sentir l'envie de manger à nouveau. Donc, j'ai pris mon élan. Et cette fois-ci, maman avait laissé la porte largement ouverte. Donc, j'ai pris mon élan. Je suis rentré tout doucement. J'ai contourné cette fois-ci la marmite. La marmite était juste à côté de moi. J'ai calculé le domaine de définition parce qu'il faut aller avec délicatesse. Je ne savais pas que maman était là. J'ai pris comme ça la couvercle. Et j'ai savouré l'odeur qui me parvenait. Je suis resté là pendant 5 minutes à savourer. Et j'ai pris la seconde cuisse. Je voulais mordre la cuisse quand j'ai senti qu'il
il y a une lanier qui est tombée directement sur mon dos. C'est que dans un intervalle de 5 minutes, je me suis demandé si j'étais en vie ou est-ce que c'était un rêve. Je ne comprenais plus rien. Maman m'a chicoté. Je ne peux pas tout vous dire. Mais elle vous a rendu un service? Un service, mais aujourd'hui je rends grâce parce que si elle ne m'avait pas tapé tout le temps, je pouvais être peut-être parmi ceux qu'on n'aime pas citer. Peut-être que vous ne seriez plus de cette vie. Vraiment. La vindicte populaire. Vraiment. Vous aurez fait déjà la fête. Vraiment. Donc dès que vous allez descendre là, vous allez appeler votre maman pour lui dire la chicotte là. Non, moi je ne vais pas merci. Ce que je vais lui dire, c'est de me préparer encore ce bon plat. Avec la cuisse de poulet surtout. Bien sûr, parce que j'aime beaucoup ça. D'accord. Et là, il faut lui envoyer de l'argent. Elle va pas de problème, elle en reçoit tout le temps. Elle le sait, elle m'écoute. Merci beaucoup, Corélia, celui qui passe par la fenêtre pour aller voler les cuisses de poulet dans la casserole. Oui. Ah, oui. Surtout quand c'est le télibo avec légumes. Mais les enfants aussi, il y a des enfants qui nous suivent, vous avez compris. Il ne faut pas reproduire quand on fait ça là, c'est la chicotte. Toujours. Merci, Corélia. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Alors, Jennifer, j'espère que vous n'avez jamais volé de la viande dans la casserole. Non. Petite confession parfois. Non, ne répondez plus. Tous les téléspectateurs ont déjà compris. Allez, nous allons passer au clip du jour. Nous allons découvrir le clip du jour. Nous sommes aujourd'hui mardi. It's a no production. What lion? I love you, baby. Chérie Coco, chérie Coco, chérie Coco. Malgré mes caprices, malgré nos différences, malgré tout ce que je fais, bébé, tu n'es pas découragé, non. I want me pour notre wedding, I want me pour papa. Il y en a tant malgré tout. Oh, t'es mon bébé. Quand tu rentres au boulot, malgré les soucis, tu as le sourire, juste pour me faire plaisir. Chérie, tu es un amour. I want you love you today, I want you love you tomorrow. Je t'aimerai même dans la vie d'après. I want you love you today, I want you love you tomorrow. Je t'aimerai même dans la vie d'après. Oui, non, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Nous deux, c'est pour la vie. Some mondo, Dijo tu es son bébé. La vie est un mondo, mais si tu es non pas de ton arrivée dans ma vie a tout changé, bébé. Ton arrivée dans ma vie a tout changé, bébé. Chérie, tu me donnes la joie, tu m'apportes du bonheur. Chérie, you are my number one. You are my number one.
Agumano, chérie, je suis en wame. Bourou bedagui, agumano, bébé, je suis en l'homme. Bourou baby, agumano, Bébé, je suis un ouais, mais... bourou bedagui, agumano, yao, je suis en Merci beaucoup, réalisateur Timothée Ronton qui nous accompagne aujourd'hui. C'était 2H Rontondi en featuring avec Gégé Lapino. Hein, c'était une belle chanson. Une très belle chanson. Une belle chanson d'amour. Tout à fait. Ah, il savoure son amour avec sa dulcinée. Hein. Et il dit s'il l'aime, c'est à cause de son comportement. Exactement. Oui, à cause du comportement, on peut aimer. On peut même pardonner ce qu'on ne peut pas pardonner Oui. si la femme a le comportement qu'il faut. Exactement. Oui, vous voyez, non? En tout cas, c'est un beau clip. Hein. Nous disons félicitations à Gégé Lapino et à 2H Rontondi que nous retrouvons en fin d'émission pour mieux danser. En tout cas, vous allez voir, Jennifer et moi, nous allons danser. Corelias aussi serait sur le plateau. À ce moment-là, il va danser, vous allez voir. En tout cas, nous avons beaucoup aimé. J'espère que vous avez aimé, que vous avez esquissé quelques pas de danse chez vous. C'est comme ça se passe ici. Alors, aujourd'hui, Jennifer, nous parlons justement du dialogue parents-enfants. Ce n'est souvent pas facile aux enfants de débattre de tous les sujets avec leurs parents. Pas facile aussi pour tous les parents de tout dire avec leurs enfants. Pourquoi cela et qu'est-ce qui se passe? Nous allons en parler juste dans « Et si on en parlait ?» Et oui, Jennifer, comme vous le disiez, nos invités, ils sont autour de cette table. Oui, ils sont déjà installés. Nous aider à décliner leur identité. Oui, nous avons deux générations sur le plateau aujourd'hui. Nous avons déjà Monsieur Mesmesenou, bonjour. Bonjour, Madame Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau en tant que père de famille pour discuter de la question, nous donner votre avis et vos expériences. Oui. En face de vous, il y a Jude Fanisset sur ce plateau en tant qu'étudiant. Bonjour également. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bon, Alors, lui, il n'est pas encore père de famille. Hein. Il intervient en tant qu'enfant. Oui, en tant que jeune. En tant que jeune, en tant que grand enfant. Ouais. Voilà, en tant que grand enfant, exactement. Ouais, voilà. C'est sûr qu'il a vécu des choses. Oui. Donc, nous aurons également un psychopédagogue au téléphone. Tout à fait, tout à fait. En la personne de Monsieur Sagbo Fanou Toussaint. Oui, et il sera au téléphone. Il a été longtemps avec les enfants. Oui. Il comprend beaucoup de choses. Parfois, c'est à l'école que les enfants viennent s'ouvrir aux enfants, aux responsables. En tout cas, nous aurons sa lecture du sujet. Déjà, je vais commencer par Jude. Vous pensez qu'il est effectivement difficile d'aborder certains sujets avec les parents? Bah ouais, sans détour, la réponse est oui. Parce que avec les parents, les sujets qu'on a l'habitude d'aborder, c'est les sujets les plus faciles en fait. Et donc, dès lors que ça sort du cadre, enfin du quotidien, du petit déjeuner, du camarade qui te tourmente à l'école, voilà, de ces choses-là, ce n'est plus forcément facile, évident d'aborder le sujet. En tout cas, ce n'est pas évident venant de l'enfant. Peut-être que si derrière le parent, il ouvre une brèche, il laisse une porte ouverte, ça peut se faire. Mais que l'enfant se lève comme ça directement et pose certains problèmes, enfin aborde certains sujets, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Alors, de quel sujet auriez-vous aimé aborder avec les parents que vous ne parvenez pas? Et puis, vous l'avez dit, si le parent ouvre une brèche, c'est-à-dire si le parent donne la possibilité, alors vous saisissez l'occasion. De quel sujet auriez-vous discuté avec vos parents, par exemple, que vous ne parvenez pas? Alors, je vais mettre un petit bémol. Moi, je n'ai pas eu ce problème avec mes parents. C'est le moment de les remercier. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui nous ont toujours soutenus. Et donc, je n'ai pas eu ce problème. Mais pour moi, l'un des problèmes, sinon même le problème le plus difficile à aborder quand on est un enfant, c'est celui de la sexualité, quoi. C'est-à-dire...
Lorsque vous devenez adolescent, vous commencez à découvrir votre corps. Lorsque vous commencez à remarquer ces changements dans votre morphologie, vous avez forcément des questions que vous vous posez, vous avez des réponses que vous voulez avoir. C'est le moment d'aller vers les parents, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre. Mais ce n'est pas possible de le faire parce que derrière, si les parents ne sont pas ouverts, si tu as un papa, par exemple, qui est entre griffes sévères, ou une maman qui ne discute pas beaucoup avec ses enfants, tu n'as pas le courage, surtout quand c'est une question de sexualité. On est d'accord que c'est pas toujours facile. Et donc, c'est l'un des sujets les plus difficiles, les plus délicats à aborder quand vous êtes en famille, quand vous êtes enfant. D'accord. Monsieur Sernou, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette réticence-là des parents à discuter de certains sujets comme notre invité l'a dit, par exemple la sexualité avec leurs enfants? Est-ce que vous y parvenez? Oui, ce qu'il vient de dire, il a raison. Parce qu'il y a tout parents qui se prennent en position de chef. Oui. Des parents qui se prennent en position de chef. Du chef. Ils sont le chef de famille, de famille. Oui. Donc, en temps normal, les parents doivent dialoguer avec les enfants, les amener, les doloter et les mettre sur les chemins par lesquels ils vont passer. Donc, l'enfant, en présence de ses parents, a souvent peur de faire sortir certaines expressions. Ce qui fait que les parents aussi, pour ne pas amener l'enfant à être un enfant de rue demain, le problème de sexualité constitue un tabou pour les parents. Donc, ça, on ne dit pas devant les enfants. Ça, on ne doit pas dire ça devant les enfants. Oh, c'est à eux d'amener les enfants. Ah, si, c'est ça. Est-ce que vous avez réussi à faire ça, à créer ce climat de confiance-là pour que vos enfants puissent parler de tout avec vous? Oui, si. Vous y êtes arrivé? Oui. Comment? Ils sont encore à bas âge ou bien l'aîné a déjà quel âge? Et ce travail doit commencer à bas âge. D'accord. Lorsque l'enfant, depuis sa naissance, ça dépend de la manière dont tu abordes l'enfant. Tu t'amuses avec lui. S'il pose un acte de violence, tu le corriges. Tu ne dois pas le faire. Ou bien, s'il a un langage d'arrogance envers une personne âgée, tu le corriges. Ça ne doit pas se faire. Et quand il vient vous dire, j'ai une copine, je suis amoureux, amoureuse par exemple. Voilà. Si l'enfant vient vers son père ou bien sa maman, très souvent, les filles abordent très souvent les mamans avant que les problèmes ne parviennent au père. Lorsque la fille, dans cette circonstance, s'approche de sa maman, la maman étudie avec elle en amont. Et après, en temps normal, c'est la maman qui doit venir vers le père pour poser le problème de la fille. Ah, ta fille a dit ci, a dit ça. C'est en ce moment où le père dit, il faut me l'amener. Okay. Lorsque la fille vient, tu ne dois pas le gronder. Ah, tu as un problème, tu es amoureux ou bien, d'accord, je suis d'avis, mais sois patiente. Il te reste un peu. Finis tes études. Ou bien si elle est à l'apprentissage, finis ton apprentissage et il faut que tu aies tes attestations ou bien que tu sois toi-même d'abord avant d'enclencher ce processus. D'accord. Est-ce que c'est seulement quand il s'agit de parler de la sexualité que ça paraît tabou, ça paraît compliquer la discussion avec le parent ou bien à part cela, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels les parents n'aiment pas échanger avec les enfants? Très souvent, c'est le sujet du sexe qui amène les conflits, très souvent, dans les familles. Parce que lorsque l'enfant commence par mener un jeu ou bien avoir des comportements très tôt, très sexuels très tôt, ça, les parents n'acceptent pas. Voilà que de l'autre côté, la fille, voilà qu'elle a déjà fait sortir son opinion
Et c'est ça qu'elle veut. C'est où il arrive aux parents d'aborder la vie avec souplesse. Avec souplesse et la mener à la raison. Mais ce que j'ai bien envie de vous demander, Oui. puisque ça concerne le sexe, pourquoi les parents ont de la réticence? Même la maman, vous avez dit tout à l'heure, si c'est la fille, elle va voir d'abord sa maman à qui elle pose son problème. Oui. Mais ce n'est pas évident. Il y a certaines filles qui n'arrivent même pas à aborder leurs parents, leur maman pour leur poser le problème. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, le parent lui-même n'avait pas eu cette occasion, cette opportunité de s'exprimer, de poser ces questions à ses parents qu'aujourd'hui il se trouve un blocage d'échanger avec ses enfants? Oui, je suis d'avis. Parce que avant d'arriver en arriver là, c'est les parents même qui doivent installer un climat de confiance entre les enfants et parents. Parce que lorsque le parent a confiance à son garçon ou bien à sa fille, quoi qu'en soit le sujet que l'enfant aborderait ou bien amènera chez les parents, le parent doit tout faire pour trouver une solution. Parce que dans le dialogue, tu amènes l'enfant, tu arrives à conquérir l'enfant. Le parent doit conquérir son enfant. Non, tu ne dois pas faire ça. D'accord, je suis David, c'est pas tout, mais attends d'abord. Ça ne doit pas être brutal ou bien par la violence, non. Non, mais vous savez, vous permettez, Jennifer, c'est vrai, le sujet est tellement important et très sensible aussi. Nous en reviendrons tout à l'heure à Jude. C'est peut-être parce que le problème, vous estimez qu'il faut aborder le problème dans une certaine facilité, quel que soit le sujet que l'enfant amène, il faut l'accepter comme ça. Mais si votre enfant vient vous voir comme ça et vous dit « Bon, papa, je suis enceinte », est-ce que vous allez l'accueillir, dire c'est bon, maman, viens, etc., on va en parler, ou bien vous faites comment? Si la fille vient me disant qu'elle est enceinte, la première des choses, je dois me maîtriser. Parce que le parent qui espère quelque chose dans son enfant, il vient lui annoncer ça. C'est la désillusion totale, ça le met en déroute. Ouais. Donc, en ce moment, le père doit se maîtriser. Je dois me maîtriser et me dire, tu es enceinte? Depuis quand? Quand est-ce que ça a commencé? Je dois l'amener. Et qui est l'auteur? Mais maintenant, c'est après avoir posé ces questions que je vais tout faire. Parce que la vie d'aujourd'hui, le monde a évolué. En tant que les parents, lorsque les filles viennent avec ce genre de sujet, on les fait sortir de la maison. Va voir l'auteur de la grossesse. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. D'accord. Nous sommes pas à cette étape. Tu dois aborder l'enfant. À mon avis, je dois tout faire pour calmer la tension. Malgré que je sois victime, je dois calmer la tension. Et maintenant, amener la fille à bien s'expliquer. Et maintenant, je l'envoie vers l'auteur de la grossesse. Et que l'auteur vienne. Et ensemble, je dois donner une ligne de conduite aux deux. Ok. Justement, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Jude parce que vous avez si bien posé la question. Il a remercié ses parents. J'allais justement vous demander, Jude, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que malgré ce suivi, vous pensez que si vous étiez une jeune fille, une adolescente, que malgré ce suivi, vous auriez pu tomber enceinte et annoncer ça aux parents ou très jeune, à 15 ans peut-être engrossé et annoncer aux parents? Alors, pour prendre mon exemple, même sans être une jeune fille, je crois que cela a eu des impacts sur moi, sur la personne que je suis en train de devenir. C'est pas fini.
Vous m'avez annoncé, vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit je suis étudiant et c'est connu. Au Bénin, un étudiant, c'est pas seulement un étudiant, quoi. J'ai une autre activité à côté. Je suis DJ. D'accord. Et quand tu dis DJ aujourd'hui au Bénin, en Afrique, voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, il n'a rien trouvé. Voilà, quoi. Mais moi, j'aime le dire partout où je passe. J'ai eu et je continue d'avoir tout le soutien de mes parents, de papa et de maman. D'ailleurs, si j'en suis arrivé à ce niveau, c'est bien grâce à eux, quoi. C'est-à-dire, quand ils ont remarqué que j'aimais cela, eh bien, ils m'ont soutenu. Mon premier PC, c'est papa qui me l'a acheté. Et j'étais pas encore étudiant, c'était vraiment pour que je puisse jouer. Parce que quand j'avais des animations, des trucs à faire, il fallait prêter un PC chez un ami et tout, avec les risques d'avarie, tout ce que ça comporte. Donc, quand il a compris que je tenais vraiment à le faire, il m'a pris un PC. Maman, elle était tout le temps derrière moi. Mes parents ont toujours été là. Je prends l'exemple de ma petite sœur. Je me rappelle quand son mari, aujourd'hui, ils se sont connus. Ma petite sœur est venue à la maison. Elle a parlé à maman. Elle a dit à maman, voilà, il y a un monsieur qui me parle. Voilà. Maman dit, OK. Elle en parle à papa. Papa dit, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas une connaissance en tant que telle, mais on lui a dit, papa et maman, ils lui ont demandé de venir à la maison. Il est venu et ils lui ont dit, nous, on n'a aucun problème, c'est notre fille, on ne va pas l'épouser. Mais tout ce qu'on te demande, c'est que quoi que tu aies à faire avec elle, quel que soit ce que vous voulez, rendez-vous, tout ce que vous voulez, pardon, venez faire ça ici. Okay. Tu as la liberté de venir ici quand tu veux. Tu peux manger ici. Voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, je ne dis pas que dans tous les cas, ça fonctionne, c'est-à-dire c'est relatif. Il peut arriver que dans une maison, les parents aient cette démarche-là et que derrière, la fille ou enfin les enfants ne répondent pas, c'est relatif. Mais je crois que tout part de la communication. Et cette communication, à mon avis, doit être instaurée dès le bas âge, comme monsieur l'a dit. C'est pas quand l'enfant commence à avoir les crises de puberté dont j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut essayer d'établir le dialogue. Okay. Déjà, quand il est enfant, il faut installer cette ambiance-là qui lui permet à l'enfant d'aborder facilement ses parents tout en gardant bien sûr cette limite barrière parents, c'est-à-dire que l'enfant ne dise pas n'importe quoi à ses parents, mais qu'il n'ait pas non plus peur de les aborder, d'aller au-devant d'eux et leur dire voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça évite derrière qu'ils aillent chercher toutes ces informations qu'ils ont pourtant auprès d'eux, au niveau de leurs parents, dehors. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure du cas de grossesse. Je crois que le plus intéressant serait que on éduque, sinon on tienne les enfants de sorte à ne pas qu'ils tombent d'abord enceintes. C'est-à-dire, l'idéal, c'est ça. Que l'enfant tombe enceinte et que derrière, on essaie de régler la situation, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas un mal de tomber enceinte, mais en griffe, le mal est fait. Quoi. Il faut anticiper, parler à l'enfant afin qu'elle ne tombe pas dans cette situation. Et, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, par rapport à ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est que pour moi, l'Afrique est un continent vraiment patriarcal, comme on dit. Nous avons cette culture de... On ne parle pas à papa, on ne regarde pas le visage des parents 2 fois. Voilà quoi. Donc, la plupart des parents qu'on a, enfin, qui sont en train de devenir pépés aujourd'hui, ont connu cette époque-là, ont connu cette rigueur-là avec leurs parents. Et donc, on est d'accord qu'un parent, c'est ce qu'il reçoit comme éducation de ses parents qui transmet à ses enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des parents, enfin des jeunes qui deviennent parents et qui ont été entre griffes, éduqués à cette sauce africaine, mais également à la sauce, je veux dire, occidentale. Donc, ils ont un peu cette fibre-là. Je vais dire qu'ils sont hybrides, on peut dire ça. Et donc, ils ont à la fois cette faculté à être autoritaires, mais également à s'ouvrir aux enfants, à leur permettre de parler afin d'établir cette D'accord. Merci Jude. Nous allons voir, est-ce que les parents que nos collègues ont rencontrés dans la ville de Cotonou sont-ils aisés à parler de tout sujet avec leurs enfants? Les enfants aussi, est-ce qu'ils parviennent à aborder tous les sujets avec leurs parents? Nous allons les écouter très rapidement dans cette Vox Populi. Il faut discuter avec leurs enfants pour aussi connaître de quoi ils ont besoin, dans la vie. S'il n'y a pas une discussion
avec les enfants, je crois que bon, parfois les enfants se perdent. Hein. Moi, je parle avec les enfants. Hein. Bon, moi, parfois, si... parfois, je les rassemble et on discute ensemble. On fait un dialogue, je leur donne la parole et ils parlent et je les écoute. Je leur donne aussi les réponses qui conviennent. C'est important que le parent puisse dialoguer avec son enfant. Et il faut commencer par le bas âge. Il faut commencer très tôt. Nous, on n'a pas eu cette chance avec nos parents. Parce qu'avant, la vie que les parents menaient, ce n'est pas la même vie que ce qui se passe actuellement. Même si ton enfant que tu n'éduques pas bien à la maison, l'Internet et consorts sont là. Donc c'est à toi de l'appeler chaque fois, de dialoguer avec lui. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quand il est timide, quand il est calme, ou bien quelqu'un qui sourit, quand il revient à la maison, il faut voir son comportement. Comment est-ce que ça ne va pas? Tu lui poses la question, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Tout doucement, nous allons commencer par gagner la confiance de ces enfants. Ils vont commencer par s'attacher beaucoup plus à nous, beaucoup plus nous appeler dans leurs problèmes. C'est important d'instaurer un dialogue avec des enfants parce que les enfants, quand tu les vois, ils ont des émotions, ils ont des choses à pouvoir exprimer aux parents. L'autre de renformer, il faut laisser l'enfant à libre choix, à libre titre, parce que l'enfant doit être libre, l'enfant doit être joyeux. Il ne faut pas trop les coincer, il ne faut pas trop les massacrer, il faut les laisser s'exprimer parce qu'ils ont aussi leurs droits en tant qu'enfants. Si le pont est coupé entre les deux, il y a une peur qui s'installe. L'enfant se referme sur lui-même et après on constate les dégâts. Donc les parents doivent tout faire pour qu'il y ait cette complicité. J'ai un grand frère qui n'a que des filles. Et c'est lui-même qui choisit les vêtements de dessous pour ses filles quand il voyage, qui fait tout quand il a le temps. Il amène ses enfants à l'hôtel et il mange. Et si les jeunes gars là rencontrent les filles et veulent les tromper avec les petites propositions, là, ils disent mais non, mon papa m'a amené dans tel hôtel, donc je connais déjà tout ce qu'il y a. Donc c'est devenu un jeu entre le papa et ses enfants et puis c'est beau quoi. C'est beau, vraiment. Ah oui, hein, le papa qui fait découvrir les bons coins, même les hôtels à ses enfants. C'est vrai que ça ne court pas les rues. Il doit être un papa assez exceptionnel, un papa qui a eu les moyens. En tout cas, vous avez entendu beaucoup de choses de cette Vox Pop. Votre réaction sur leurs propos? Ma réaction sur les propos, je viens de le dire. Il faut créer une harmonie dans la famille. D'accord. Est-ce que c'est toujours évident? Parce que notre invité l'a dit tout à l'heure, oui. Les personnes interviewées aussi, les parents ont été éduqués à une autre sauce. Oui. Et est-ce que c'est toujours facile de faire cette transformation-là? Vous êtes éduqués à la rigueur et vous arrivez à être facilement gentil avec vos enfants. Oui. Est-ce que ça se fait facilement comme ça? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est question de stratégie. D'accord. C'est question de stratégie. Parce que l'éducation que nous avons reçue diffère de celle que vous donnez aujourd'hui à vos enfants. Parce que nous avions été traités dans une grande rigueur. La belle preuve. Moi, je suis né d'un père gendarme. Mais ce n'était pas facile. Mais si tu poses un acte, à 5 heures, tu te retrouves ligoté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais est-ce que ça ne vous a pas apporté cette rigueur-là? Donc, est-ce qu'il ne faut pas ligoter aussi vos enfants pour avoir le même résultat? Aujourd'hui, il y a le droit d'enfant. D'accord. Le droit des enfants a toujours existé. Non. Le droit des enfants, auparavant, n'avait pas eu de quintessence par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux éviter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc, aujourd'hui, lorsque tu as un enfant qui grandit à un niveau donné, tu prends ton enfant comme ton ami. Il ne faut pas lui cacher tes problèmes. Du coup, lui-même, il sait que lorsqu'il aura quelque chose qui va lui tracasser, automatiquement, il va se retourner vers son père, parce que son père ne lui cache rien. Si le père veut sortir, n'importe où, mon garçon, prépare-toi, on va sortir. Ma fille,
Préparez-vous, Oui, nous allons sortir. Vous avez tout ce que vous dites, c'est bien beau, mais il y a l'enfant a aussi droit à un jardin secret. Il y a des choses qu'il ne voudra peut-être pas partager avec ses parents, mais qu'il ne maîtrise pas forcément. Vous savez, quand les enfants sont ensemble, surtout adolescents, ils ont envie de faire certaines expériences, par exemple, se retrouver derrière la salle de classe et se tirer une clope rapidement, aller voir quelque part, et puis se mettre des tatouages quelque part rapidement, et puis il cache ça à son parent. Est-ce que vous pensez que tous les enfants peuvent oser parler de ces choses-là parce qu'eux-mêmes savent que c'est mauvais, mais ils ne veulent pas en parler avec leurs parents? Voilà. L'enfant, lorsque tu as ton enfant qui commence l'école, il y a l'école qui transforme encore l'enfant. Ouais. Parce qu'à l'école, il a des amis, il a des compagnons. Et c'est les compagnons qui les transforment. Parce que les compagnons qui, de leur côté, n'ont pas eu un parent qui essaie de les ramener à l'ordre, mais ces parents vont, et ces enfants amènent leurs camarades sur un mauvais chemin. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui les cas de toxicomanie dans la ville. C'est ça, c'est le compagnon. Parce que lorsque l'ami te dit non, il sait voir, c'est très bon. L'autre, dans la naïveté, mais il va s'essayer. Lorsqu'il sait les conséquences, ils reviennent aux parents. C'est vrai que c'est une expérience, vous l'avez peut-être fait, nous l'avons aussi peut-être fait à notre manière. Est-ce qu'il faut permettre à l'enfant, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut laisser la liberté à l'enfant de faire ce qu'il veut. Vous lui parlez de ça, vous le préparez, comme il a dit tout à l'heure, si le parent n'ouvre pas la brèche, vous ne pouvez pas en parler. Peut-être que vous sentez que, bon, l'âge qu'il est en train d'avoir ou qu'elle est en train d'avoir, il y a telle chose qu'il ou elle voudra expérimenter, donc vous anticipez pour commencer à lui parler de ça, c'est ce que vous préconisez. Oui, en quelque sorte, mais cette liberté a des limites. Cette liberté, on ne peut pas tout permettre. On ne peut pas tout permettre, sinon il y aura la dépravation. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui ferme la porte au dialogue parent-enfant? Justement, permettez que je rebondisse sur ce que monsieur a dit. Cette liberté a des limites. Je suis totalement d'accord avec. J'aime bien prendre mon exemple. C'est plus simple, c'est ce que j'ai vécu. Je dis, mes parents, ils sont gentils, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas durs, qu'ils ne sont pas rigoureux. Ah oui, je sais de qui je parle, quoi, on se connaît. Mais parce que vous aussi, vous avez essayé des choses. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais aujourd'hui, si par exemple, je suis DJ, si par exemple je n'ai pas de tresse, si par exemple j'ai pas de tatouage, j'ai pas l'oreille percée, c'est parce que je l'ai choisi. Mes parents ne m'ont jamais dit ne fais pas ça, mais je ne le ferai pas parce qu'ils m'ont emmené à ne pas aimer ça. C'est aussi simple que ça. Ils ne m'ont jamais dit si tu le fais, je te déshérite. Non, rien, jamais. Mais je n'ai jamais eu envie de le faire. Et j'aime souvent le dire. Le fait que je n'ai pas de signe distinctif, vous savez, dans le monde de la culture, de la musique, c'est souvent comme ça, on veut s'affirmer, on a ces petites marques pour se mettre un peu à part. Si je n'en ai pas, c'est aussi pour moi un message que je fais passer, quoi. C'est ma manière de dire, je ne suis pas obligé d'avoir des tresses, voilà, pour être bon ou pour être aimé. Pour moi, c'est ma manière de m'afficher et je me sens bien comme ça. Donc, ce n'est pas... comment dire, la pierre, on ne doit pas la jeter vraiment seulement aux parents, quoi. C'est-à-dire, les parents, des fois, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est aussi aux enfants derrière d'être réceptifs, de faire ce qu'il faut. Et je connais quand même assez de familles où les parents font vraiment beaucoup d'efforts. Et derrière, ce n'est pas toujours le même résultat que, par exemple, qu'il y a eu chez moi. Je pense aussi qu'il y a un autre facteur qu'il faut ajouter à la chose, c'est-à-dire, il ne faut pas trop aussi habituer les enfants à l'argent, au luxe. C'est-à-dire, plus l'enfant est jeune, adolescent, il a déjà l'habitude de voir certaines choses, il a accès à certaines choses, il se dit, voilà, tout est permis. Et donc, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Et donc,
tout ça rentre en ligne de compte. Et comme je l'ai dit au début, ça se fait au bas âge, dès le début, quoi. Il ne faut pas attendre. D'accord. Il ne faut pas attendre que l'enfant devienne adolescent, qu'il grandisse avant de commencer à... Il fait ses propres choix déjà à ce moment-là. OK. Nous avons en ligne le professeur Toussaint Sagbo-Fanon. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Professeur Toussaint Sagbo-Fanon en ligne, bonjour. Je réponds bonjour, comment vous allez? Voilà, ça va très bien, merci professeur. Vous êtes en direct dans cette émission, Nopinen, nous parlons du dialogue parent-enfant. Vous nous écoutez, hein? Je vous écoute bien, oui. Très bien. Vous avez été pendant des années, d'abord vous êtes parent vous-même, vous avez de par votre fonction à être amené à travailler pendant plus de 30 ans avec les enfants. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a souvent un problème de dialogue entre parents et enfants, les enfants qui n'arrivent pas à s'ouvrir, à dire tout ce qu'ils veulent savoir, à tout demander à leurs parents. Le parent aussi qui émet des réserves dans ce qu'il doit dire, ce qu'il doit partager avec les enfants. Qu'est-ce qui justifie ces comportements? Bon, et d'abord, merci pour la parole que vous me donnez. Ouais. Mais ceci peut être justifié par plusieurs raisons. Ça dépend de l'approche que les parents ont mise en place vis-à-vis de leurs enfants. Il y a des parents qui estiment que pour que l'enfant soit bien éduqué, il faut jouer un peu au terroriste, un peu au gargantua, très sévère, très dur, on ne laisse rien. Mais je crois que c'est une approche qui déroute un peu les enfants, surtout par rapport à leur éducation. Et ce qu'il faut le plus souvent, c'est plutôt un dialogue, une façon de faire d'eux des amis. Et lorsqu'ils ne comprennent pas, on joue à la carotte et au bâton, quoi. Lorsqu'ils ne comprennent pas, on fait un peu de remontrance, mais après, on retombe aussi dans le dialogue pour les mettre en confiance, pour les rassurer. Là, ils comprennent plus vite les reproches plutôt que de prendre ces reproches pour de la tyrannie. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tout sujet avec les enfants? Ben non, parce qu'il y a chaque âge a ses exigences. On ne peut pas tout dire. Ce que je peux dire avec mon épouse, je ne suis pas obligé de le dire avec les enfants. Mais quand ils vont grandir, ils vont découvrir un certain nombre de vérités qu'on ne leur accordait pas depuis leur enfance. Et c'est tout à fait logique. Mais professeur, oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a Internet, il y a la télé, il y a toutes ces choses qui sont là, qui informent l'enfant. Le parent pense que l'enfant n'a encore aucune information, mais lorsque l'enfant vient poser certaines questions aux parents, il estime que la question dépasse son âge et ne voudrait pas lui expliquer. Est-ce que c'est la conduite à tenir lorsqu'un enfant vient vous poser certaines questions que vous jugez trop pour son âge? Bon, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a Internet que maman va se mettre nue devant ses enfants tout le temps pour dire, bon, de toutes les façons, ils voient la nudité sur les réseaux sociaux, donc je peux rester nue avec eux, jamais. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a non plus les réseaux sociaux qu'il faut se dire, bon, l'enfant est déjà grand, même s'il a 4 ans, même s'il a 8 ans, même s'il a 12 ans, il est déjà assez grand pour qu'on dise devant lui, j'ai envie de faire l'amour et puis bon, ceci, cela. Non, il y a quand même des éléments qui ne sont pas du tout à aborder avec l'enfant de but en blanc. Mais quand l'enfant vient vers vous avec des questions liées par exemple à la vie de couple, à la vie sexuelle, il faudrait plutôt le raisonner. Prendre l'arme de quelqu'un qui éduque et lui en parler avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, pour ne pas donner dans le panneau de la désinvolture, dans le panneau du désordre, de la dépravation, voilà. Donc je crois que malgré l'Internet, malgré les réseaux sociaux, il faut savoir quand même raison garder. Mais lorsque, on l'a dit, hein, un invité l'a dit tout à l'heure, il faut observer l'enfant, même dans son silence, même dans sa joie, cela véhicule certainement un message. Lorsque vous êtes parent et que vous constatez que, par exemple, l'âge que votre enfant est en train d'avoir, il doit être
être dans certains besoins donnés, est-ce qu'il faut, comme l'a dit un autre invité sur ce plateau, ouvrir la brèche pour permettre à l'enfant, par exemple, de vous parler de la sexualité? Oui, bon, je crois que il faut prendre les devants parce que parfois ce que vous dites que vous ne devez pas dire à l'enfant, il l'apprend sur les réseaux sociaux, il l'apprend et quand il va à l'école, il y a certains de ses amis qui voient des choses, ils se partagent cela. Il faut prendre les devants pour parer à toute éventualité et puis les réunir de temps en temps avec maman ou bien avec les oncles ou bien avec, ça dépend du milieu où on vit, les réunir et prendre un peu le devant pour leur dire voilà ce qu'il y a de dramatique. Vous voyez, il y a ci, il y a ça. Et certaines choses se disent sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas emballer. Donc, il faut parer à toute éventualité. Il faut parer au plus précis. Ce n'est pas toujours évident que l'enfant qui voit certaines choses vienne vers vous pour de but en blanc, tout de go, vous dire, voilà, à la télé, on a parlé de ci, on a parlé de ça, j'ai vu ceci dans les réseaux sociaux. Il aura peur, il ne sera pas à l'aise. Il peut en parler avec un ami. Bon, il peut aussi en parler avec maman parce que souvent, les enfants sont plus ouverts vers leur maman que vers leur père. Mais quand ça arrive comme ça, il faut du doigté. Il ne faut pas tout de go se donner à ce jeu pour qu'il pense que chaque fois qu'il va parler de cela, eh bien, la brèche est ouverte, il pourra rentrer dedans. Eh bien, il faut profiter de ces occasions pour lui dire ce qu'il y a de mauvais et ce qu'il faut faire pour éviter le mauvais. Parce qu'il y a des exemples qui montrent comment telle ou telle personne se retrouve dans la dépravation totale, comment il a été arrêté, comment il a eu des problèmes, ainsi de suite. Pour que vous leur montrez que vous ne voulez pas qu'il tombe dans ces travers-là. D'accord. Mais que dire alors du comportement de certains parents qui font fuir les enfants à la limite? Il arrive même qu'un enfant fasse la comparaison et dise que tel parent n'aime pas échanger avec lui ou elle tel qu'il le fait avec tel autre enfant. Non, cette époque est révolue. Hein. Il y a peut-être 50 ans, 60 ans, aucun enfant n'osait même aller vers ses parents, même s'il a faim. Il doit rester dans son coin pour qu'on constate qu'il a faim et puis on lui donne à manger. Mais aujourd'hui, je vois que le monde, que ce soit le monde en général, que ce soit le monde des adultes, que ce soit le monde des adultes et des enfants, ce monde est basé sur la communication et le dialogue. Il faut forcément échanger, communiquer pour faire en sorte que ce qui est tabou soit vivable. Et que cela ne soit plus un secret. Parce que ce qui est secret dans votre chambre peut être déjà sur le marché dehors. Vous savez, aujourd'hui, les enfants vont dans la ville. Il y a les cafétérias qui les abreuvent de toutes les images du monde, sans parler des réseaux sociaux qui sont 24 heures sur 24 dans leur vie. Alors moi, je dis, non seulement il faut observer les enfants, non seulement il faut les observer dans leur silence, mais il faut même les observer, même dans leur sommeil, de temps en temps, pour voir comment ils dorment, comment ils se comportent. Quels sont les gestuels qui peuvent traduire les rêves, mauvais rêves qu'ils font. De temps en temps, il faut les observer partout. Et même quand un enfant est très docile vis-à-vis de ses parents, il faut en faire un ami et de temps en temps le titiller pour voir ce qu'il va sortir et profiter de cela pour lui faire un peu la morale, lui donner la bonne éducation. Sinon, vous aurez des enfants totalement irrécupérables, hélas. Hélas. Infiniment merci beaucoup, professeur. Il faut que les parents fassent sauter les barrières qui les empêchent, qui les empêchent à eux d'échanger avec les enfants. Et ce faisant, les enfants aussi auront la liberté de venir voir leurs parents et de leur poser des problèmes, des questions, plutôt que d'aller à l'école, aller poser les problèmes, les réalités qu'ils vivent à la maison. Et comme ça, ils joueront pleinement leur rôle, n'est-ce pas, professeur? Mais je vous remercie infiniment pour ce sujet que vous avez mis sur le tapis. Ça va aider beaucoup de ménages, beaucoup de parents, parce que les parents sont, dans la plupart des cas aujourd'hui, sont dépassés. Et comme les enfants aiment la télévision, ils aiment les réseaux sociaux, il est bon de mettre ces éléments-là sur les réseaux sociaux pour qu'ils aillent s'abreuver là et qu'ils puissent voir des choses plus sérieuses, plus éducatives, que si on les laissait, on les abandonnait à eux-mêmes. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, professeur, et je profite pour dire que cette émission Nopinden est sur Internet. Vous pouvez aller taper Nopinden, ORTB et ou BB24, et puis vous avez nos différentes émissions que vous pourrez suivre comme vous le voudrez. Merci donc à vous, professeur, et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui, Jennifer.
Ah oui, c'était très important. Très intéressant, Il faut observer le comportement des enfants. Même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil. Vous voyez, on en apprend toujours. Et il a demandé que les parents s'asseyent et poursuivent cette émission afin d'en tirer beaucoup d'informations. Ouais. Alors, nous avons également eu beaucoup de messages. Beaucoup de messages, très rapidement. Parce que, comme vous l'avez dit, la question intéresse beaucoup. Je commence par Mémé Daguia qui nous dit « Aux parents de mettre la balle à terre, de faire de leurs enfants des amis, de créer un bon climat de confiance entre eux. On a besoin de rien cacher aux enfants. Tout sujet peut être discuté avec eux. L'essentiel, c'est de trouver le temps nécessaire et les mots appropriés selon les âges pour répondre franchement et sincèrement aux préoccupations des enfants. Les personnes étrangères et les amis ne sont pas bons conseillers pour nos enfants. L'éducation de rue est dangereuse à tout point de vue. C'est la fuite de responsabilité des parents qui pousse les enfants à la délinquance sous toutes ses formes. Prenons nos responsabilités pour être de bons exemples à nos progénitures. Plus de tabous, rien n'est caché dans ce monde avec l'éthique qui se développe vertigineusement. Salut à tous et bon début de semaine. Et voilà, quelqu'un qui nous envoie un message pour dire la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Véronique Toyi Fordé-Mewanou, a présidé l'atelier de validation de la version relue du guide national de conduite du dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, ça veut dire qu'il existe un arsenal pour pouvoir parler de ce sujet-là. Après cela, nous allons passer à un autre message, Jennifer. Bilkis Talibou qui nous dit « Comme on le dit, on ne naît pas parent, on le devient. On apprend à être parent et pour y arriver, il faut se reconditionner soi-même. Bien souvent, ce n'est pas que les parents ne veulent pas échanger ou discuter avec leurs enfants, mais soit ils s'y prennent mal et tout est foutu en l'air ou ils reproduisent tout simplement ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur enfance. Il faut juste que les parents soient informés davantage pour qu'on leur apprenne l'essentiel sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent afin qu'ils sachent comment s'y prendre. Les enfants ont leur personnalité qu'il faut respecter et autant d'enfants, autant de personnalités. Il est donc évident que le parent doit être averti. Combien de parents ont vite fait de ne traiter leurs enfants de capricieux face à un tel comportement, alors que ceci est une alerte d'un malaise? Combien de parents savent vraiment ce qu'est le complexe d'Oedipe, de castration? Et si ces différents complexes sont mal vécus, cela peut impacter la relation parent-enfant. Combien de parents eux-mêmes ont déjà perdu confiance en eux pour que leurs enfants puissent leur faire confiance? Il faut vraiment repenser le socle de la société qu'est la famille. Beaucoup d'enfants souffrent tout simplement parce que déjà depuis leur vie embryonnaire, il y a problème. Un enfant qui n'a pas été reconnu par le père ou non accepté par la mère. Comment voulons-nous qu'il y ait symbiose? Une fois arrivé au monde, il y a bien des thérapies à faire pour y aboutir. Le problème est assez profond. Oui, le problème est assez profond. Je rappelle que Dr Bilkis Talibou, elle est spécialiste des questions de l'éducation et c'est pourquoi elle parle du sujet sous plusieurs angles et elle dit les futurs parents doivent définir le modèle de famille dont ils rêvent et pouvoir y travailler. Bien souvent, on y va à l'aveuglette, par tâtonnement ou conformisme. La communication est sous différents angles et bien souvent, nous utilisons la communication non verbale et il faut savoir décoder. Et puis, André Gaga, le sociologue, nous dit ceci. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un sujet d'actualité et d'intérêt pour notre société qui est abordé aujourd'hui. À mon avis, ce qui bloque le dialogue entre enfants et parents, c'est la peur des enfants de subir les sanctions morales, verbales, financières des parents qui se positionnent dans cette interaction comme des gendarmes et des juges. En temps normal, les enfants doivent être encouragés à échanger sur tous les sujets avec les parents à la seule condition que leurs parents collaborent en amis d'abord, c'est-à-dire en ayant le sang-froid de toujours
de toujours écouter totalement, même les bêtises des enfants, avant de se transformer en conseiller pour les orienter. Pour réussir, chaque parent doit savoir qu'on ne refuse pas toujours tout aux enfants et qu'on ne sanctionne non plus toutes les fautes commises immédiatement quand elles sont commises. Chaque parent doit chercher à s'exercer, à faire à sa façon la psychologie de chacun de ses enfants pour savoir comment leur parler afin qu'ils n'aient pas de retenue à se confier, car les échanges enfants-parents se doivent être constamment personnalisés et non standardisés dans l'approche. C'est ma contribution au débat. Voilà. Et c'est ça. Et puis le dernier message, celui de M. Dostoyovo Jacques qui dit « Les données ont changé maintenant. Hein? Les seuls qui continuent avec ça sont ceux qui ne regardent pas les feuilletons. » Voilà des messages que nous venons de recevoir. Nous allons rapidement faire un tour de table parce que l'heure est vraiment partie. Monsieur Senou Mesmin, oui. Vous avez la parole pour votre mot de fait. Je vous remercie beaucoup. Oui. Et je remercie beaucoup le psychopédagogue. Il a bien parlé. Je suis d'avis. Je suis du même avis que lui. Okay. Oui, parce qu'il faut créer ou installer un climat de confiance, une harmonie dans la maison. D'accord. Alors, Jude Faïssé, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? 3 mots-clés. Hein. Je récupère comme vous ce que le sociologue a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le psychopédagogue. Le psychopédagogue, voilà. Le mot-clé, c'est communication, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait de la communication, et ça part des parents, je l'ai dit. Les enfants n'iront jamais en premier le faire, c'est à eux de donner l'occasion de le faire. Et en second, les canaux, que ce soit physique, à la maison ou... si les enfants, il l'a dit monsieur le spécialiste, si les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, eh bien il faut en parler sur les réseaux sociaux, on est sûr de les toucher. Et pour finir, la thématique en fait est autant un défi pour les enfants que pour les parents. Dans le monde où nous vivons, aucun des deux n'est plus à l'aise dans l'histoire que l'autre. On découvre au jour le jour des choses qui ont une influence certaine sur cette réalité familiale. Donc, il faudra vraiment un peu de temps, mais je crois que ça pourra vraiment se mettre en place. Ça pourra vraiment se mettre en place. Merci beaucoup à vous, Jude. Merci à vous également, Monsieur Senou, d'être passé dans cette émission. C'était vraiment riche. Nous vous disons merci. Et nous allons marquer une légère pause pour revenir enchaîner avec cette émission. Et voilà, BB24, le développement, c'est notre affaire. Nous aurions contribué ainsi au développement, à la paix dans les ménages, parce que le manque de dialogue parents-enfants, eh bien, ça crée beaucoup de casse dans les ménages également. Papa qui ne parle pas à son enfant, l'enfant aussi qui ne parle pas à son papa, ne peuvent pas. Franchement, il faut travailler à cultiver le dialogue entre parents et enfants. Tout à fait. Nous passons à us et coutumes très rapidement. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes à Grand Popo. Est-ce que vous savez que le bois a une importance chez les... Bon, Grand Popo. Bon, je vois. On est dans Grand Popo aujourd'hui. D'accord. Exactement, on est dans Grand Popo. Les téléspectateurs vont comprendre tout à l'heure. Mais comprendre. En tout cas, on commence déjà par découvrir l'importance du bois. Le boa, hein, B-O-A. Le serpent? Oui, le serpent. Le serpent. On parle de nos us et coutumes rock. Le serpent? Oui, le serpent. C'est pas le python, hein? Le boa rock. Ah, bon, d'accord. Le bois, son importance en milieu au Bénin. Oui, c'est là que à Grand Popo. Pour nous, c'est un fétiche. Long parfois de 7 mètres, de 8 mètres. Gros comme ce que vous pouvez l'imaginer. Je dis fétiche pour nous. Fétiche que personne ne doit tuer.
Pour nous qui sommes fils de ce serpent-là, c'est un fétiche pour nous. On ne le tue pas pour nous. Si, par mégarde, quelqu'un le tue, et que, et que nous qui sommes les fils de ce fétiche-là, nous prenons la responsabilité de l'enterrer, comme on enterre un homme. Si c'est vraiment un roi, il sait que, enfin, il ne peut pas se passer des cérémonies, vraiment, il ne peut pas se passer des cérémonies. Celui qui a tué, s'il est roi, et qui sait que c'est un fétiche, et qu'il a tué, et qui se cache, et il ne voulait pas, il voulait se passer des cérémonies, c'est trop grave même. Tout ça, cela détruit même tout ça, sa famille, ça détruit même toute sa maison. Ce que tu ne connais pas, ce que tu as fait, ça ne peut pas te tuer. Donc, le fétiche même, c'est que tu ne comprends rien de ce que tu fais. Donc, il est pardonnable. Nous qui sommes fils de ce fétiche-là, il nous a interdit de taper du tam-tam. Le tam-tam, là, nous ne devons pas taper le tam-tam. Le gong, nous ne devons pas taper le gong. Il y a un type d'éponge. Ce n'est pas l'éponge commune, là, que nous... Il y a un type d'éponge que nous ne devons pas nous laver avec. C'est ce que je connais. Et oui, vous avez compris, hein, le bois est un reptile fétiche. En milieu là, on ne tue pas ce serpent. Il est vénéré comme une divinité. Voilà. C'est ce que nous avons appris. Exactement. Franchement, hein, le bois, bon, déjà, tout compte fait. Mais je pense que ça, ce n'est qu'à grand propos, enfin, dans ces milieux-là où c'est interdit. Parce que si ça ne l'est pas chez vous et que vous voyez le bois, il vaut mieux ne pas le regarder, hein, je crois. Ben oui, sinon, si vous le regardez, il vous fera la fête. Mais dans ce milieu-là, vous envoyez, vous faites appel aux spécialistes qui peuvent venir. S'ils ont... Ah oui, et ils ont même de certaines façons, ils peuvent lui parler et puis il va se retourner d'où il vient, etc. Tout et tout. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'appeler quelqu'un, vous retournez tranquillement. Tout simplement. Voilà. Maintenant, si vous constatez que bon, la vie d'un être humain est en danger dans la gueule du bois, je pense qu'il faut agir. En tout cas, nous allons voir tout à l'heure parce que nous avons une représentation des rois sur ce plateau. Et nous allons le voir, nous allons lui poser la question. Ce sera d'un prénom africain. Ce sera d'un prénom africain. Oui, quand on parle des Hula, ils sont aussi des Mina. Oui, des Mina. Oui, les Pédas aussi, non? Tout à fait. Tout ça, c'est... C'est tout ça. C'est toute une communauté, exactement, qui vit en bonne symbiose. Tout à fait. Et bientôt, c'est c'est Novicha qui vit. La fête d'identité. C'est en mai, vous... Le 23 mai, plus précisément. D'accord. On sera là-bas, on va manger du dacouin. Tout à fait. Du dacouin avec du bon poisson. Franchement, c'est ça, hein, c'est une richesse de ce coin-là. Vous voulez goûter à du dacouin avec du poisson frais, pêché comme ça.
Oui, Roch, attendons le 23 mai. Là, non, on ne saurait avoir du bon d'Acoin sans le poisson frais. Obligé. C'est la base. C'est la base. Alors, Benoît Wandia. Nous sommes très contentes de l'avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Les téléspectateurs vous ont beaucoup réclamé. Ah oui, ils m'ont manqué également. Ah oui, en tout cas, il est là. Hein. Avec des prénoms très intéressants, hein, Akwele et Akoko. Oui. Vous savez un peu, vous avez une idée de qui s'appelle comme ça? Bon, je sais que Akwele et Akoko, c'est des jumeaux. C'est un prénom de jumeaux. De jumelles, plus précisément. De jumelles. Oh, oui, n'est-ce pas, Benoît? Oui, tout à fait. C'est de ces prénoms qu'il veut nous parler aujourd'hui? Oui. Ah bon? D'accord, très bien. Alors, Benoît, vous êtes là? Oui, on va y aller. Déjà, il faut dire que le monde des jumeaux ou des jumelles, comme vous l'avez dit, c'est un monde assez compliqué. On en a parlé. On en a parlé il y a quelques jours. Où on présente souvent celui ou celle qui est né en premier. Comme le grand frère ou la grande sœur. Le petit, celui qui est né en premier, c'est le petit. Et celui qui vient après, c'est... le grand frère ou la grande sœur. Parce qu'on dit souvent que c'est le grand qui dit au petit, va voir un peu comment ça se présente là-bas. Et après, je te suis en quelque sorte. J'ai des beaux frères, là. Vous savez, on les appelle petits et grands. Ah. C'est le nom, on oublie. L'autre s'appelle Rodrigue, l'autre Clétus. On oublie tout ça. Mais on a oublié tout ça, c'est maintenant petit et grand. Petit et grand. Donc voilà, Akwele, c'est normalement celle qui est née en première position, enfin celle qui est venue avoir l'ajustement. La petite envoyée par la grande sœur à Coco pour... et donc, naturellement, comme elle est née en premier, on aurait pu dire que c'est la grande sœur. Sur un acte de naissance, on dirait tu es né peut-être à 10h50 et l'autre peut naître à 10h55. Donc, administrativement, tu es considéré comme étant plus grand, mais par rapport certainement à certaines recherches plutôt spirituelles, les anciens n'expliquent pas toujours les recherches ou les données qui les ont conduits à de telles considérations, mais on retient que par rapport aux jumeaux et par rapport justement à ces deux prénoms dont j'ai voulu parler aujourd'hui, Akwele est celle qui est née en première position, mais qui est considérée comme la petite sœur. Donc de Akoko, qui naît en deuxième position et qui est donc la grande sœur. Mais dans ces conditions, si je prends un exemple, la naissance a eu lieu le 30 avril, par exemple, entre le 30 avril et le 1er. Non. Et que le premier est venu au monde à 23h57 et que 10 minutes après ou bien 5 minutes après, l'autre est venu le 1er mai, d'accord, à 0h, peut-être 5 minutes. Mais là, il y a un décalage. On va dire l'autre est né le 30 avril, l'autre est né le 1er mai. Non, c'est pour ça que je parlais de... L'administration reste l'administration. Donc, dans les papiers, on pourrait, s'il faut considérer que tel est plus âgé que tel autre, naturellement, l'administration dira celui qui est né en avril est plus âgé que celui qui est né en mai. C'est pour ça que j'ai dit les anciens, c'est sûr que c'est par rapport à certaines considérations. On est presque tous d'accord que parler de jumeaux, ce n'est pas parler de vous et nous qui sommes nés seuls, si je peux m'exprimer ici. Donc, par rapport aux jumeaux et par rapport à la famille, puisque la famille, ce n'est pas l'administration. Donc, par rapport déjà aux parents et par rapport à la famille, c'est celle, Akwele donc, qui est née en première position, qui est considérée comme la cadette donc, de son aîné, qui est Akoko, mais qui vient après. Quel que soit, quelqu'un peut naître un jour, selon donc, peut naître à 23h55, l'autre peut naître le lendemain à 0 et quelques, par rapport donc aux considérations africaines, je veux dire, si je considère l'administration comme étant l'émanation de la colonisation, celle qui est considérée comme grande sœur ici, c'est Akoko, mais qui est née en seconde position. Mais en réalité, c'est Nago quand on dit Akoko. Ah bon? Akoko, oui, c'est Nago, c'est-à-dire celui qui vient
en premier. La première, oui. J'ai eu cette information. Oui. Je ne sais pas si ça se prononce exactement à Koko ou s'il y a si la tonalité change. Oui, la tonalité change un peu, mais c'est un peu comme ça. Comme être le premier à venir, on dit à Koko. Non, il n'y a pas Akwele en Nago, mais à Koko, c'est pour dire premier. Okay. Bon, est-ce que c'est lié? Je ne saurais le dire. Bon, peut-être que vous allez poursuivre les investigations. Il y a des emprunts. Il y a une histoire terrible que je vais essayer de brosser d'un marié qui allait rendre visite. Elle est bien mineure, elle va comprendre. Elle allait rendre visite à sa belle-mère. Et arrivé dans la maison, ils ont pris siège sous un arbre. Et à un moment donné, la belle-mère disait à sa fille, de dire à son beau-fils, elle dit à Mina, Bloné Benevano à Sadi. À Sadi, là, c'est au salon, de venir rester au salon. Mais l'autre, il s'est penché vers son épouse, il dit, Assad était. donc, c'est pour dire que dans nos langues, parfois, on a de ces ressemblances Moi, je pensais à toute autre chose. Je pensais qu'il s'est empressé de venir s'asseoir sur les cuisses de sa belle-mère. Ah non, bon, c'est un beau-fils poli. Il s'est demandé si c'est ce qu'il a compris que la belle-mère voulait dire. Heureusement que c'était pas ça, vous voyez. Donc, l'autre parlait de salon. Mais dans sa langue, à Sadi, ce n'est pas le salon. Donc, c'est un peu ça. Donc, à Koko, ici, par rapport au Yoruba, je ne saurais dire. Toujours est-il qu'à Koko se retrouve être la grande sœur. C'est ça. Mais est-ce que c'est ce que le Yoruba veut exprimer par ce mot? On ne peut pas dire que ce mot est venu du Yoruba non plus, parce qu'Akwele n'est pas... on ne retrouve pas Akwele en Yoruba. En tout cas, voilà. Ça doit faire objet de recherche scientifique. Tout à fait. Et c'est l'occasion de dire on aimerait aussi ça. Un spécial merci au professeur Gabriel Boko qui a fait un travail énorme sur les jumeaux. Le moment venu, on aura l'occasion de le faire venir sur le plateau qui va nous parler même du symbolisme. C'est pourquoi on dit que c'est celui qui est venu en dernière position qui est le grand frère ou bien la grande sœur. C'est pour répondre à un certain équilibre social et psychologique que cela a été déterminé et cela est prouvé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui caractérise Akwele à Koko? Qu'est-ce qui les différencie? Il y a une qui est calme, une autre qui est plus ouverte? Bon, ça dépend. C'est pas systématique. On ne peut pas dire celle qui est à Koko est tempérée et l'autre ne l'est pas. On ne peut pas dire le contraire non plus. Mais on sent effectivement une forme de tempérance chez les Akoko. C'est dû certainement à leur sagesse de grande sœur qui les fait effectivement se comporter en personne sage. Et autres, ça ne veut pas forcément dire que les Akwele sont agités. Vous trouverez des Akwele très sages, certainement assagis par leur grande sœur. Mais au niveau des jumeaux, comme je l'ai dit, c'est un monde un peu complexe. Parfois, vous allez voir des Akoko qui n'arrivent pas vraiment à évoluer dans la société, ou c'est Akwele qui a évolué, ou parfois c'est Akoko qui surplante carrément. C'est ce cas-là que je connais. Et vous, je ne vous demande pas. Vous connaissez aussi, mais ne le dites pas. Voilà, et dans le cas que nous connaissons tous les deux, les deux sont tempérés. Les deux sont très posés. Quant à Koko que moi je connais, elle est plus tempérée qu'Akwele, beaucoup plus. Voilà. Donc dans le cas que nous connaissons, on connaît plus Akoko. Voilà. Akwele est très effacé, mais je peux vous garantir que les deux sont très aimable. Franchement, merci beaucoup à vous, Benoît Wandia. Un plaisir de vous avoir retrouvé, un plaisir de vous retrouver encore demain, n'est-ce pas? Un plaisir partagé. Allez, merci beaucoup. Nous allons rapidement passer à la capture. Vous allez commenter cette image avec nous. Et on est mardi, on va directement dans les assiettes. Oui. Voilà, je sais que Jennifer, elle aime bien manger. Et vous allez voir. Mais je ne fais que respecter. Elle aime bien la bouffe, la bonne bouffe. Et vous allez voir. Moi, je n'ai pas encore vu. Timothée, envoie-nous l'image, nous allons voir la capture. La capture. Oui. La capture 1. Ça, c'est quoi, Rock?
Oui, c'est pas, hein? C'est du bloc coton. Ah oui. Voilà. Vous avez là, parfois, on mélange... Du bloc coton, ce qui se fait avec les pieds de bœuf. Voilà, les pattes de bœuf, parfois la viande. Vous voyez, là, c'est très bien. On ne voit pas, sinon c'est très agréable hein, quand c'est pimenté. Ah oui? Je suis sûre que vous aimez ça. J'adore ça. Mais vous aimez la bouffe aussi, comme moi. Oh non, franchement, j'aime bien ça. Hein. Vous voyez, ce matin-là, et puis elle nous fait ça, hein, Benoît. Non, vous n'avez qu'à nous inviter le soir. Et nous, vous savez, on est toujours avec disponible. un télébord qui l'accompagne. On est toujours disponible. Vous connaissez le télébord, non? Et le morceau que moi je veux là, vous voyez au fond là-bas là. Le morceau là, il n'y a pas d'os dedans. Vous voyez que vous êtes un connaisseur. Donc, j'espère que Benoît aussi aime ça, hein, qui sait rock. Ah oui, j'aime bien. Comme vous l'avez dit, quand c'est bien pimenté. Voilà. On renifle par moment. Oui, on renifle. Faut avoir un petit mouchoir. Mais... Aïe, vous connaissez. Allez, merci beaucoup Benoît. Ça vous donne déjà une idée. Hein. Bon, vous faites ça en famille. Bon, la paix, il régnera toujours. Aucun homme ne refuse ça. Hein. Bon, maintenant, vous pouvez faire. Et puis nous inviter aussi. Nous n'allons pas refuser votre invitation. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. On se retrouve demain, Benoît. Merci. Voilà. Alors, Jennifer. Oui. Très rapidement, on va passer à l'astuce. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cheveux crépus. Les cheveux crépus. Oui, les cheveux crépus, que ce soit... Comme pour moi, comme exactement. ça. Voilà. Homme ou femme, vous avez les femmes aussi avec la tendance nappy, mais la difficulté, c'est qu'on a parfois des cheveux très durs. Oui. Donc, comment les assouplir, comment récupérer un peu de douceur dans les cheveux? J'ai une astuce. Si vous ne dites pas ça, je vais partager ça avec les téléspectateurs. D'accord. D'accord. Sinon, moi, j'ai des bonnes habitudes, en tout cas, à adopter. La solution, déjà, c'est... lorsque on prend nourrir les cheveux, ça commence par là, pour lutter déjà contre la sécheresse, parce que la sécheresse des cheveux fait que cela est dur, et nourrir évidemment les cheveux se fait 1 à 2 fois par mois avec le shampoing, qu'on s'offre un shoot de nutrition avec un bain d'huile. Il y a l'huile de ricin, olive, c'est au choix, les huiles végétales, argan, tout ce que vous voulez. Et vous en faites un shampoing, vous lavez cela 1 ou 2 fois par mois. C'est selon la dureté, je vais dire, des cheveux. Vous pouvez le faire chaque samedi, chaque week-end, c'est comme vous voulez. Et cela apporte aussi de la souplesse aux cheveux, lisse les écailles et apporte surtout de la brillance et de la douceur. Vous laissez poser sous une serviette chaude pour optimiser les pénétrations des actifs. Quelques heures, hein, vous pouvez garder cette serviette-là sur la tête toute la nuit et cela va adoucir vos cheveux, surtout avec l'huile de coco. Donc, hydrater les cheveux, c'est déjà important. À part ça, il faut rincer au vinaigre. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez rincer au vinaigre, c'est-à-dire utiliser du vinaigre que vous allez mélanger à de l'eau. Rincez abondamment vos cheveux dans 1 litre d'eau. Apportez 3 cuillères à soupe de vinaigre. S'en servir également pour shampoing. Laissez reposer quelques minutes et puis rincer à l'eau tiède. Ça, par contre, il faut le faire qu'1 fois par mois au risque d'abîmer les cheveux. Vous pouvez également utiliser des beurres, beurre de cacao si vous voulez, beurre de karité aussi. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'était l'astuce? Oui, c'était mon astuce. Oui, voilà, c'est de très bonnes habitudes. C'est ça, moi, j'utilise. Et ça marche, n'est-ce pas? Beurre de karité. Ça marche, n'est-ce pas, Roch? Rapidement, vous voyez mes cheveux. Tout à fait, vous voyez, non? Je ne me paye même plus. Quand je mets le beurre de karité, voilà, je fais comme ça. Voilà, beurre de karité, justement, parce que ça a, évidemment, vous le dites si bien, beaucoup plus d'impact, mais le beurre de karité aussi, qui sert à la peau et aux cheveux, vous arrivez à le passer. Là, vous sentez tout de suite que les cheveux, elles sont, c'est plus doux. Ouais. Et voilà, beurre de karité, par contre, vous pouvez le faire chaque jour que vous voulez. Beurre de cacao aussi, et vous ne souffrez plus du tout. Voilà les quelques petites astuces. Ça cire bien les cheveux, vous avez l'impression voilà un habitué. Non, ça ne coûte rien du tout. Exactement. Vous mettez ça et puis, bon, tranquille, hein. Vous voyez, c'est ça. Mes cheveux, j'ai pas tête. D'accord. Pour avoir des cheveux doux, le beurre de karité. Et les autres astuces que vous avez partagées avec nos téléspectateurs, je vous
vous dit merci beaucoup. Corélia, c'est déjà là, il est revenu. Mais je ne sais pas, depuis qu'il est là-bas, il souriait seulement. J'ai dit, mais si tu finis Qu'est-ce qu'il nous cache? Si finit de sourire, le sourissement de ce matin-là, quel sourissement va rester encore pour les téléspectateurs? Moi, je viens d'appeler ma maman. Oui. Il y a du sourissement, vous n'avez pas. Moi-même, je fais de l'humour. Oui, on a compris, Rock. Vous êtes mis dans son mood, justement. J'ai appelé ma maman tout à l'heure et elle m'a confirmé que tout à l'heure, lorsque je vais rentrer, elle va vous faire... elle va me faire du bon. Télibo avec cuisse de poulet là. Cuisse de poulet. Et tout à l'heure, quand vous avez montré les images de Blocoto, je crois que je vais l'appeler. Pour qu'elle puisse ajouter, surtout le Blocoto, sincèrement. Je pensais, mais vous allez donner du travail à la pauvre. Non, en fait, elle est à la retraite. Elle est maintenant libre. Elle nous appelle, c'est elle-même qui nous demande, mais Corélia, c'est ce que tu as déjà mangé? Viens manger. Mais Corélia, en principe, c'est ta femme qui va préparer, viendra manger, non? Non, à mes heures de pause, je passe voir maman et aux heures officielles, je suis avec madame. Il faut manger avec chez madame, il faut laisser maman. Maman va s'occuper de papa. Si par contre, c'est maman qui y tient, si maman y tient là, il vaut mieux lui faire plaisir. Non, il ne faut pas que maman rivalise la place. Je suis d'accord avec vous. Oui, non, donc entièrement d'accord. Ce sont des femmes, elles vont se comprendre. L'importance pour moi, c'est mon ventre. Elles ne vont pas se comprendre. Tu es en train de leur créer des problèmes. Donc, il faut que ce soit ta femme qui s'occupe de ton ventre et de ton ventre. Et de mon ventre. Vous savez, moi, j'aime beaucoup chanter. Hein. Oui, on le sait. J'aime voilà, beaucoup chanter. C'est la partie que les téléspectateurs adorent. Moi, j'aime beaucoup chanter et mon humour s'adapte à la chanson. Je fais de l'humour appliqué à la chanson. C'est ça. J'ai participé à plusieurs compétitions de musique, même à cappella dans ce pays. J'ai participé à tout ça. The Voice. The Voice. Non, dans mon temps, c'était Voice. D'accord. Parce que quand j'étais venu là, j'étais venu pour tout casser. Donc, ils ont changé le nom de l'émission en Voice. Donc, j'ai pris le micro et écouté à toutes les compétitions. J'ai été toujours le premier. À être renvoyé. Je ne comprends pas. Donc, c'est pourquoi je me suis dit... Chanter, on va apprécier. Je me suis dit, en fait, qu'il faut que je sois humoriste et je vais mettre, en fait, ma musique dedans. Ça, c'est une bonne idée. OK. On va apprécier. Ce soir, je vais discuter avec madame par rapport à quelque chose, mais en chanson. D'accord. Donc, je vais vous... Ça va se passer hors antenne. Oui, d'accord. Allez-y seulement. Et si ce soir tu me permets de toucher à une pomme que tu transportes, et si ce soir tu me permets de toucher à une pomme que tu transportes, oh que c'est joli, ces deux pommes que tu transportes, mais tu ne te rendes pas compte que c'est joli, ces deux pommes que tu transportes de façon désintéressée. Et si ce soir je touchais à tes pommes, tu sentiras que quelqu'un de puissant a touché. Bravo. Heureuse là-bas, elle est à terre. C'est notre chef d'édition, Heureuse Anony. On a aimé. Hein. Tu as fait de l'adaptation circonstancielle. Franchement, il faut souvent chanter comme ça. n'est-ce pas? Je vais aller à ton école. Et cette chanson-là, je vais la fredonner ce soir. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, Corélias. C'est la fin du... Et on va rester dans la même gamme. Tu connais le nouveau morceau de Gégé Lapino et de 2H Rontonji, là? Ils chantent sur l'amour. Oui, ceux-là, par contre. Oui. C'est beau, tout simplement. Allez, tu vois, allez, écoutons donc
chéri papa. Il y en a tant malgré tout. Oh, t'es mon bébé. Quand tu rentres du boulot, malgré les soucis, tu as le sourire. Juste pour me faire plaisir. Chérie, tu es un amour. I want to love you today. I want to love you tomorrow. Je t'aimerai même dans la vie d'après. I want to love you today. I want to love you tomorrow. Je t'aimerai même dans la vie d'après. Oui, non, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Nous deux, c'est pour la vie. C'est pour toujours. Oui, non, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Nous deux, c'est pour la vie. C'est pour toujours. Oh, c'est tellement beau hein, que de terminer cette émission dans cette belle ambiance, mesdames et messieurs. On va se donner rendez-vous demain hein, pour une autre thématique, une autre émission. Ça va être le 201e numéro. Donc, vous serez avec nous, mesdames et messieurs. Toute l'équipe me charge de vous dire merci et de vous donner rendez-vous pour demain. Le meilleur est à venir. C'est pour demain encore. Allez, au revoir et chantez, dansez.